Ce soir sur France Inter. Bonsoir Jean-Luc Romero-Michel. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Vous avez écrit il y a quelques années un livre, Homo Politicus, politique et homosexualité de 1960 à nos jours. Bienvenue dans le téléphone sonne. Et bonsoir à vous Lucille Joma. Bonjour. Vous êtes présidente depuis l'an dernier, si je ne me trompe pas, de l'association SOS Homophobie. Exactement. Exactement. Bienvenue en tout cas sur France Inter. Jean-Luc Romero-Michel, je vous transmets cette remarque d'abord de Philippe. Est-ce que on raccourcit les choses en disant que c'est en 82 qu'on a dépénalisé l'homophobie, l'homosexualité, pardon. Faut pas se tromper. Oui. Effectivement. Non, enfin, c'est-à-dire que ça a été une époque charnière puisque 1981, c'est l'élection de François Mitterrand. Et d'ailleurs, à l'époque, le journal gay qui s'appelait Guépier, oui. L'ancêtre, on peut dire, de Tétu, enfin pour les plus jeunes qui n'ont pas évidemment connu le Guépier, faisait son titre en disant 6 ans de bonheur. Et c'est vrai que on sortait quand même de périodes compliquées. Vous l'avez dit, 60, fléau social, maladie mentale. Et là, 1980, il se passe quand même des choses déjà très importantes avant cette dépénalisation. C'est-à-dire qu'il y a l'arrêt des fichiers homosexuels. Il y avait des fichiers homosexuels. Moi-même, j'ai pu consulter quand on a eu le droit de les consulter. Après 82 ? Oui, tout à fait. Il y avait des fichiers homosexuels et donc ces fichiers ont été supprimés, mais ça a mis du temps. Et puis, deuxième chose, le ministre de l'Intérieur, quelques semaines après l'élection, c'était Gaston Defferre de François Mitterrand, interdit les descentes de police dans les boîtes de nuit et il a dû s'y reprendre à plusieurs fois parce que tout ça va durer un certain temps. Et moi qui suis arrivé à Paris après à la fin 81, j'ai pu constater que ça c'est resté assez compliqué, mais quand même 81 est déjà un moment extrêmement fort dans le changement, en tout cas des pouvoirs publics vis-à-vis de l'homosexualité. En fait, ça met fin à une série de décisions. Il y a eu entre l'après-guerre et effectivement 1942 cette loi réinstaurée par le régime de Vichy qui pénalisait les actes contre nature, je mets plein de guillemets autour évidemment, et 82, il y a eu toute une série de décisions qui rendait l'homosexualité inacceptable. En tout cas, c'était on définissait une sorte de norme en fait. Rappelez-vous quand même, quand vous le disiez aussi tout à l'heure, en 1968, à un moment où il y a quand même une certaine libération dans le pays, c'est quand même à ce moment-là que Michel Debré, le Premier ministre de l'époque, choisit pour classer l'homosexualité dans les maladies mentales. Donc on voit quand même qu'on revenait de loin et que à partir de 81, ça va être quand même une des dates, ça va être les grandes avancées, après ça va être le Pacs, et après ça va être évidemment le mariage pour tous, mais 81 marque en tout cas la fin des fichiers, ce qui était quand même symbolique, on l'oublie aujourd'hui. Imaginez, les homosexuels étaient fichés dans notre pays, que quand vous alliez dans des boîtes de nuit, et puis dans les lieux de rencontre, et ça a duré d'ailleurs encore des années, puisque la police faisait du zèle, en continuant à faire des choses que les autorités ne souhaitaient plus qu'on fasse. Ne cautionnaient plus. Juste peut-être un des éléments marquant de ces dernières années avant 1982, c'est peut-être 1977 avec cette descente de police dans un bar gay à Paris, le Manhattan, et des personnes arrêtées qui vont jusqu'au tribunal. C'est les derniers condamnés finalement de cette époque-là. Est-ce que la médiatisation de ce procès, est-ce que ça a été un des marqueurs de l'avant-abrogation ? Oui, bien sûr que c'est un des marqueurs, mais ces descentes ont continué. Moi-même, je suis arrivé qu'en 80 et j'ai vécu une descente de police dans une boîte de nuit. Après, je ne vous parle pas des lieux de rencontre où là, ça a continué très très longtemps. Mais ça a continué et il y a eu une résistance. Mais sûr que c'était un vrai changement et que 81 est une année très importante et qui est en même temps terrible parce que 81, c'est cette espèce de libération, c'est 7 ans de bonheur qu'on nous promet. Et puis arrive aussi, malheureusement, le sida. On va en parler, aussi changer beaucoup de choses à ce moment-là. Et on va bientôt rejoindre Lucille Joma pour parler de la question des excuses. C'est une question importante. Juste avant, Jean-Luc Romero-Michel, je voulais vous demander, concrètement, on l'a dit, c'était des descentes, c'était peut-être du zèle policier. C'était au fond, pour les personnes homosexuelles, difficile d'assumer déjà son homosexualité. Ça l'était encore plus avec ce contexte-là ?
Vous savez, moi j'arrivais à Paris, je venais d'une famille très, ouvrière espagnole très catholique. J'arrive à Paris, je suis venu à Paris en expliquant à mes parents que pour continuer mes études, il valait mieux que je sois à Paris, alors qu'en fait, c'est que j'avais besoin d'être libre. Et la première fois que j'arrive à entrer dans une boîte, et croyez-moi que c'était pas simple, j'étais allé plusieurs fois devant cette boîte, et un jour je vois plein de gens devant, je me glisse au milieu de ces personnes, et 10 minutes plus tard, toutes les lumières s'allument, et vous avez des policiers qui arrivent, qui vous en plus claquent contre les murs, etc. C'était d'une violence absolue quand vous étiez, et vous étiez comme une espèce de coupable. Vous faisiez rien de mal, mais on vous instaurait comme un espèce de coupable. Et tout ça, c'était quand même, en tout cas, au moment de la dépénalisation totale de l'homosexualité. On voit que ça a été quand même des années extrêmement dures et qui ont continué dans les endroits de rencontre pendant longtemps, à Paris et ailleurs. Et on peut parler au-delà du risque de la prison, ceux qui en ont fait, ou de la condamnation, parce que en 77, ils ont été condamnés, je crois, à des amendes simplement, mais il y a quand même aussi ce traumatisme simplement des arrestations ou des descentes qui s'arrêtaient là, mais c'est un traumatisme. Mais c'est un traumatisme, puis après socialement. Parce que vous étiez montré quelque part à la vindicte, et c'était quelque chose d'extrêmement difficile. D'ailleurs, on voit d'où on vient. Vous dites, vous êtes jeune, vous pouvez pas imaginer cette époque. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression, quand on nous dit aujourd'hui que tout est très très difficile, non, c'est très difficile quand vous savez, le président était au Cameroun il y a 2 jours. J'aurais aimé qu'il parle des droits des personnes LGBT au Cameroun, où là, il y a une homophobie d'État bien pire que même ce que nous avons vécu, où les gens sont torturés, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même, dans notre pays, c'est une évolution qui a été très très importante. Et je pense que le sida a aussi contribué à cette avancée, parce que c'est les homosexuels qui ont porté la lutte contre le sida, qui ont été responsables. Et à un moment, on s'est dit, mais il faut, comme dirait Madame Cailleux, ces gens-là, il faudrait peut-être leur donner des droits, parce que c'est des êtres humains, et on peut pas les laisser se faire chasser de leurs appartements comme ça se passait dans les années 84 à 90. Vous citez le nom de Caroline Cailleux, qui est ministre du gouvernement et qui a été mise en cause pour ses déclarations scandaleuses. Voilà, sur le mouvement de la manif pour tous notamment, et l'homosexualité. Le paradoxe de cette période, peut-être, Jean-Luc Romero-Michel, c'est qu'on était partagé entre cette répression qui pouvait avoir lieu et en même temps des moments qui pouvaient être formidables de découverte et de bonheur pour certaines personnes. On était quand même dans la continuité des années 68, de cette libération du mouvement féministe qui a beaucoup aidé d'ailleurs le mouvement LGBT. Et voilà, et comme l'expliquait l'auditeur précédemment, ces mouvements qui se sont beaucoup organisés, beaucoup manifestés à partir des années 70, avec tout le mouvement Stonewall. Enfin, il y avait un mouvement international quand même de libération, et qui fait qu'évidemment les choses étaient différentes. Mais il faut reconnaître que voilà, ça a quand même été un long processus, et que jusqu'aux années 80, ça restait très compliqué. D'ailleurs, il suffisait de voir les sondages que faisait, vous savez, le Monde faisait... Le quotidien Le Monde Le quotidien Le Monde faisait des sondages sur les questions de société, faits depuis très très longtemps. Et dans les années 80, quand on posait la question aux Français, est-ce que vous accepteriez d'avoir un enfant homosexuel, l'immense majorité disait non. Donc on était encore dans un contexte qui a été très 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 compliqué, et tout va changer avec les années 80, aussi avec l'arrivée du VIH, qui aurait pu au départ être quelque chose d'extrêmement violent, parce que rappelons-le, c'était la peste rose, enfin le cancer gay, c'était quand même d'une extrême violence, c'était la punition divine. Et puis paradoxalement, la responsabilité des homosexuels qui ont porté le combat contre le sida quasiment jusqu'aux années 86, parce que vous savez que même en France, le président Mitterrand, il n'a jamais dit le mot sida avant 87, le président Reagan pareil, et c'est ces associations qui ont montré quand même, et ces personnes qui mouraient pour la plupart, qui se sont mobilisées et qui quelque part ont montré aussi une certaine responsabilité. Et donc avec la fin des lois, avec la fin des fichiers, etc., toute cette conjugaison de tout ça a fait que on a commencé à avancer vers non pas l'égalité, mais en tout cas la compréhension qu'on ne pouvait pas discriminer des gens parce qu'ils n'avaient rien fait de mal, et qu'ils étaient tout simplement eux-mêmes, et qu'ils n'avaient pas choisi d'être ce qu'ils étaient. Lucile Joma, sur ce point, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir sur le fait que c'était vraiment une période assez particulière, puisque d'un côté, il y avait les premières marches qui se mettaient en place, donc une certaine visibilité, et de l'autre côté, une certaine répression. Donc c'est vraiment
une période assez particulière, mais en même temps, cette visibilité, la visibilité à la fois dans les marches et la visibilité à la fois du procès des personnes qui ont été arrêtées dans le bar, permettent aussi de faire monter cette question-là dans la société et de faire qu'il y ait une abrogation vraiment de la loi qui entraînait... Qui était discriminante pour les personnes homosexuelles. Et donc, c'est vraiment quelque chose à noter, ce côté à la fois visibilité et répression qui était importante. Patrick nous parlait d'Aix-en-Provence. Est-ce que, Jean-Luc Romero-Michel, il y avait une différence d'une ville à l'autre? Il y avait d'un côté les grandes villes, les petites villes, les campagnes? Bah, vous savez, moi j'étais originaire du Pas-de-Calais, je venais de Béthune et j'aime beaucoup ma ville, mais à l'époque, être homosexuel à Béthune dans les années 70-80, c'était pas quelque chose d'extrêmement facile et c'était quand même différent. Et c'est d'ailleurs pour ça que énormément d'homosexuels allaient dans les grandes villes et particulièrement à Paris, où il y avait des bars, des boîtes. Ça avait commencé notamment avec la rue Sainte-Anne, puis après le début dans les années 80 du Marais. Mais il y avait quand même ce besoin aussi souvent de fuir quand vous étiez de ma génération, de fuir. Moi, je suis né en 59 et donc de quitter sa province pour arriver à Paris et pouvoir enfin vivre son homosexualité, pouvoir rencontrer des gens parce que voilà, il y avait ces lieux qui le permettaient, alors qu'en province, ça restait extrêmement compliqué. Même si voilà, il y a toujours eu n'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas les applications de rencontres et tout. On est quand même à ça peut paraître quelque chose d'un peu fou, mais on n'avait pas tout ça à l'époque. Vous parliez du VIH, du virus du sida. Est-ce que la dépénalisation finalement a été remplacée? Il y avait un tabou peut-être avant qui était un tabou écrit dans la loi. Il y a eu un autre tabou qui s'est succédé, qui a succédé derrière à cette dépénalisation? C'est terrible parce que je vous dis, quand vous avez le guêpier qui annonce 7 ans de bonheur avec l'élection de François Mitterrand, et puis quelques mois plus tard, vous avez ces premiers articles sur le VIH, et puis une année qui se termine extrêmement mal pour le sida. Et donc, vous voyez, vous aviez cette libération d'un côté et ce virus qui arrivait, et évidemment les conservateurs, les homophobes de l'époque qui nous parlaient de punition divine, et c'était quelque chose d'extrêmement violent parce que vous croyez que vous alliez vous en sortir et arrive cette maladie. Et au départ, il y avait des personnes qui partaient très très vite, qui devaient avoir le virus depuis un moment, et c'était d'une violence absolue de vivre ça. Mais je dis que paradoxalement, moi qui ai vécu toute cette époque du VIH, elle nous a permis de nous mobiliser et de montrer l'injustice des situations que vivaient les personnes LGBT. Et on ne va pas se réjouir qu'il y ait eu le VIH. Malheureusement, tous nos amis sont morts. Beaucoup d'entre nous ont heureusement survécu, mais quand même beaucoup sont morts. Mais en même temps, ça a montré que une communauté était capable de faire le boulot que l'État ne voulait pas faire parce que il s'intéressait pas évidemment aux personnes LGBT avant qu'on ait compris que le VIH touchait aussi d'autres catégories. Au début, il était quand même cantonné à la sphère homosexuelle, alors qu'il y avait dès les années 80 des femmes hétérosexuelles et d'autres personnes qui étaient bien sûr concernées par le VIH. Est-ce qu'on peut rejoindre Pierre au standard? Non, on ne peut pas pour l'instant. Lucille Jomas, sur la question du VIH et du sida, quel regard vous portez sur cette période qui a suivi? Alors c'était vraiment une période terrible. Je rejoins Jean-Luc Romero-Michel sur le fait que ça a permis une mobilisation importante, ça a permis vraiment de réclamer des droits. Clairement, quand il y a un conjoint qui se retrouve sans rien parce que malheureusement son compagnon est décédé, et ben là ça a montré des tragédies. Ça a montré vraiment à quel point c'était important de souder juridiquement, de souder par un contrat de mariage, par un PACS, vraiment les familles, pour qu'il n'y ait pas de personnes qui se retrouvent à la rue, en fait. Ça, c'est vraiment super important. Malheureusement, c'est des situations qui arrivent encore aujourd'hui, où des familles mettent à la rue un conjoint ou une conjointe lorsqu'il y a un décès. Et ça, c'est vraiment un besoin de mettre une protection juridique, vraiment sur les personnes qui ont subi un drame. Et donc, c'est vraiment ça qui est aussi moteur de l'avancée des droits. Voilà, montrer qu'il est important de protéger les personnes qui malheureusement restent. Voilà, c'est un point
Très important. On a parlé du sida à l'instant. Est-ce que finalement, c'est un peu un paradoxe aussi, il faut passer par la loi, on l'a vu dans les années qui ont suivi, dans ces dernières années, il faut passer par la loi pour acquérir des droits, Jean-Luc Romero-Michel? Là, obligatoirement, vous saviez, quand vous avez, comme le rappelait Lucille, quand vous aviez, moi j'ai connu beaucoup de gens comme ça, c'était pas des cas minoritaires, quand vous aviez un couple qui vivait ensemble, l'un mourait du sida et le bail était au nom de l'autre. L'autre était mis parfois immédiatement dehors, pas associé à l'enterrement de son compagnon. Les familles qui parfois avaient rejeté leur propre fils prenaient tous les biens, etc. C'était quelque chose d'affreux. Et c'est vrai qu'il fallait arriver, et ça a été la première étape qui a été le Pacs, qui était absolument indispensable. Puis après, le mariage, parce que, si vous voulez, que dans une société qui ne veut discriminer personne, où tous les amours ont le droit d'exister, eh bien, il faut l'égalité des droits. Et l'égalité des droits, elle a été obtenue après, grâce au mariage, où l'amour homosexuel a les mêmes droits que l'amour hétérosexuel. Et ça, je pense que c'était important. Bien sûr qu'il fassait parler des lois. On l'a vu pour la PMA. Tout ça est important. Les lois contre l'homophobie, parce que, et en plus, on voit qu'elles sont plus que jamais utiles aujourd'hui, parce que si les choses ont considérablement avancé, comparer les années 80 aujourd'hui et dire que c'est pire qu'avant, ce serait totalement stupide. Mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, par exemple, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a une espèce de haine qui bien sûr touche aussi le racisme et l'antisémitisme, ne sous-estimons sur les pas. réseaux sociaux comme dans la rue. Et qui fait que aujourd'hui, des gens qui sont LGBT-phobes se croient très nombreux, parce que quand ils mettent un tweet ou un post sur Facebook, ils sont retweetés, likés par plein de gens, puis ils se disent oh là là, il y a plein de gens qui pensent comme moi, et ils en sont quelque part à se dire de toute façon, l'homosexualité, c'est comme de la liberté d'expression, on a le droit de la condamner, alors que évidemment c'est pas le cas. Il y a ça qui est dur encore aujourd'hui. Alors que c'est interdit et c'est puni par pénalisé. La loi. Vous savez quoi, on a retrouvé Pierre au standard. Bonsoir Pierre. Allô, allô. Vous nous entendez? Nous on vous entend. Très bien. Bienvenue Pierre sur France Inter, on vous écoute. Je vous remercie, et puis France Inter m'accompagne de toute la journée. On est ravis. On est ravis de vous accompagner. J'ai pas tellement l'habitude de m'exprimer comme ça, oralement, sur cette grande chaîne. Mais voilà, je voulais raconter une petite anecdote. J'étais un jeune adulte et j'allais à la pêche. Ça vous paraît étonnant. Et j'étais il était un peu tard, il était à peu près 22h. Voilà, quand vous dites, Pierre, expliquez-nous, quand vous nous racontez une anecdote qui date d'un petit peu, qui date de votre jeunesse. Qui date de mon adolescence. Ouais, et quand vous dites à la pêche, c'est partir à la drague, c'est ça? Non, à la pêche. Non, à la pêche au poisson. À la pêche au poisson, d'accord. Au bord de la Loire. Voilà, mais il était un peu tard et les gendarmes se sont arrêtés le long du chemin, m'ont demandé de monter le talus pour présenter mes papiers, la carte de pêche. Je me suis dit, vous avez que ça à faire à une heure pareille. Oh, mais figurez-vous que on contrôle pas les cartes de pêche, on est à la chasse au PD. Écoutez, moi, là, en ce qui me concerne, voilà, mais quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le mec me dit, si vous contestez, vu qu'il est tard, on vous confisque votre matériel et on vous embarque. Nous, on fait notre métier, monsieur. Bon, merci pour cette anecdote, Pierre. C'est juste un témoignage finalement de ce qu'a pu être le quotidien des années 70, même des années un peu plus tard, 80, beaucoup plus tard. Jean-Luc Romero-Michel. Je militais. Alors, pardon, on va écouter la réponse de Jean-Luc Romero-Michel, s'il vous plaît. Je me souviens sur un lieu de rencontre à Austerlitz, à Paris, dans les années 88, où j'étais allé et où il y avait une descente de police absolument terrible, où ils violentaient les gens. Et moi, j'étais à l'époque assistant parlementaire et j'avais eu un coup de fil du chef de cabinet du ministre de l'Intérieur le lundi suivant en me disant « Qu'est-ce que tu faisais là-bas ?» etc. C'est dire que quand même, ça a duré longtemps quand même tout ça. Ça, c'était en 87. Hein. Donc, c'est dire que des habitudes
ont quand même été longues à disparaître. Évidemment, ça n'avait plus rien à voir, mais il faut quand même savoir que pendant très longtemps, alors aujourd'hui, évidemment, les policiers, ça se passe différemment. Il y a des associations d'ailleurs comme FLAC, de policiers, de gendarmes, qui vont former les policiers pour leur expliquer qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'on n'insulte pas, en plus des personnes parce qu'elles sont, homosexuelles et sur des lieux de rencontre. Mais il faut savoir que tout ça a quand même duré très très longtemps et que culturellement, dans une partie de la police, ça a été compliqué de ne plus venir ratonner, tabasser et insulter des homosexuels. On va faire un bond dans le temps avec la question de Thomas sur l'application France Inter qui nous dit « J'ai 25 ans mais je sens qu'il y a encore une certaine forme d'homophobie latente, des insultes, des mauvais regards et la variole du singe relance ça sur les réseaux sociaux. Je tiens encore rarement la main de mon copain en public, c'est inné comme comportement en tant que gay. » Lucille Joma, une réaction à ce témoignage? Alors malheureusement, oui, il y a toujours de l'homophobie latente. On parlait tout à l'heure d'égalité des droits, on parlait de la nécessité de passer par la loi. En fait, cette nécessité est vraiment primordiale. Tant qu'il n'y aura pas d'égalité des droits, il n'y aura pas une vision des personnes LGBT comme égales. Et donc tant qu'il n'y aura pas de vision d'égal à égal, il y aura toujours des discriminations. Donc ça, c'est clair et net. Et après, bien sûr, malheureusement, cette homophobie est toujours présente. Il y a toujours des endroits, des espaces où on ne se sent pas en sécurité. Et donc, faut pas forcément se forcer à être visible. Il faut être visible quand on se sent en sécurité. Mais ça laisse encore... penser qu'on a vraiment besoin de lutte contre les discriminations, de plans d'ampleur, de sensibilisation à la fois de toute la population par des campagnes de sensibilisation, mais également de passer par des formations de toutes les personnes. C'est vraiment important pour montrer que une personne LGBT est une personne lambda qui vit sa vie de manière normale, qui va chercher son pain, qui rentre le soir pour faire à manger, qui va au travail tous les jours, qui a une vie tout à fait classique, et donc il faut arriver à casser tous les stéréotypes qui sont à l'origine de ces discriminations, et pour ça passe vraiment par la formation. Donc là, aujourd'hui, on a une montée des discriminations en plus avec la variole du singe, qui est donc un virus qui entraîne donc l'apparition de cloques sur la peau et qui est transmissible par contact physique. Et donc actuellement, ça touche principalement les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et donc, ça va générer à nouveau de la violence. Et pas uniquement, pour le coup, ça ne touche pas que les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça peut toucher d'autres personnes, mais c'est principalement ces personnes-là qu'ils sont pour l'instant. Alors, en fait, cette maladie a émergé dans ce groupe de personnes, mais ça ne veut pas dire que les autres personnes ne peuvent pas être touchées par cette maladie. Clairement, c'est juste qu'actuellement, elle est dans ce groupe de population, mais à tout moment, elle peut en sortir et contaminer l'ensemble de la population. Et donc, il est nécessaire de se faire vacciner. Et malheureusement, encore, aujourd'hui, on a des problèmes pour avoir des stocks de vaccins et que les personnes qui peuvent être susceptibles d'être touchées par cette maladie puissent se faire vacciner pour éviter d'une part la contamination et puis d'autre part éviter de subir des discriminations à la fois de la part de leurs médecins mais également sur les réseaux sociaux en annonçant qu'ils sont malades. Sur ce point, Jean-Luc Romero-Michel, est-ce que vous avez ressenti des réflexions qui ont pu être similaires à celles qu'on a pu entendre à l'époque du SIDA? J'ai été un peu étonné parce qu'hier j'ai fait un tweet pour dire que j'avais été vacciné de la variole, contre la variole du singe, et j'ai eu quelques messages pour le moins homophobes, pour le moins extrêmement virulents. C'est vrai qu'il faut toujours, dans ce domaine, être extrêmement prudent. Alors je voudrais quand même dire, parce que c'est quand même important, puisqu'on a parlé de la variole du singe, dire qu'il y a un centre qui vient, parce que c'est extrêmement difficile d'avoir des rendez-vous, et il faut vraiment pousser aujourd'hui les personnes qui sont concernées à aller se faire vacciner. Il y a un centre qui vient d'ouvrir en Ile-de-France. Il y a un centre que la ville de Paris finance totalement, ça devrait être l'État, je veux quand même le dire, et qui est ouvert aujourd'hui dans le 13e arrondissement. Donc évidemment, on dépend des vaccins que nous donne l'État, mais dans ces jours-ci, il devrait y avoir plus de vaccins qui vont arriver, et franchement, n'hésitez pas à vous faire vacciner. Celles et ceux qui viennent de témoigner sur c'est évidemment très
pas morte, en tout cas en France il n'y a pas eu de mort, mais c'est quand même extrêmement violent, c'est quand et même contagieux, et très contagieux. Très contagieux, donc allez vous faire vacciner, et notamment à Paris dans ce nouveau centre. Sur la question des avancées et des droits acquis ces dernières années, on a parlé de la PMA pour toutes, on a parlé du mariage pour tous, on a parlé du Pacs. Vous avez regardé avec quel regard, Jean-Luc Romero-Michel, les débats à l'Assemblée qui ont souvent été extrêmement tendus, virulents, une sorte de guérilla politique et parlementaire parfois? Ça a toujours été surprenant parce que ça a toujours été très long dès que c'était des avancées concernant les questions LGBT. Regardez 1981, il faut 1 an donc pour que la loi qui est promulguée d'ailleurs le 4 août 1982, avec des débats hallucinants. Alors à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, donc les gens s'en sont peut-être moins rendus compte, mais d'une virulence incroyable. Le Pacs, 1 an avec des manifestations, dont certains brandissaient les PD au bûcher, et puis le mariage pour tous, qui a quand même été, et notamment pour les plus jeunes qui pensaient que les choses allaient très bien, et qui ont vu des milliers, je dirais même à Paris, on a eu parfois 1 million de personnes dans les rues qui venaient manifester, et ce qui était terrible parce qu'on était habitué dans notre pays à manifester pour avoir plus de droits, et là on venait manifester pour que des gens n'aient pas les mêmes droits que les autres, et donc ça a été quand même d'une virulence incroyable, mais en même temps, on a avancé dans ces droits, et on a quand même constaté que sur la PMA, ça a été plus long qu'on aurait souhaité, hein, ça a été long pour l'obtenir, mais qu'au final, ceux qui s'étaient tant mobilisés pour le mariage pour tous n'ont pas réussi cette même mobilisation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est aussi un peu choqué quand on voit qu'au gouvernement, dont on ne peut pas douter d'ailleurs que ni la Première ministre, ni le Président de la République soient plutôt engagés dans ces combats, de voir des ministres, et particulièrement Caroline Cayeux, parce que c'est un mauvais signal. Quand un jeune de 25 ans vous dit « je suis pas à l'aise aujourd'hui », bah oui, quand il sait qu'il y a une ministre du gouvernement qui a estimé qu'on était contre nature et qui a 15 jours, je sais plus si c'était sur votre antenne ou sur une autre, disait que voilà, elle le dirait plus, mais qu'elle regrettait pas ses propos. Ouais, elle a présenté ses excuses dans la presse. Oui, mais elle a quand même dit il y a 15 jours, enfin, ou il y a 3 semaines, que, et d'ailleurs je suis allé la voir pour lui dire que je fais partie de ces gens-là, et que c'est quand même terrible d'imaginer qu'il y a au plus haut du gouvernement des personnes qui pensent, enfin qui ont ces propos-là et qui ont cette pensée-là aujourd'hui. Parce que n'oublions pas, hein, les jeunes, il y a toujours un très fort taux de suicide chez les jeunes personnes LGBTQI, et ça, il faut aussi y penser. Lucile Joma, je voulais vous poser une question sur la question des droits acquis, notamment la PMA pour toutes. C'est tout récent, hein, ça date de l'année dernière. Est-ce que vous constatez dans les faits des problèmes pour appliquer cette mesure? Il y a aussi ça derrière les droits acquis et les nouveaux droits, c'est pouvoir en bénéficier facilement et de façon fluide, souple. Oui, alors ça, c'est un sujet, hein, de manière générale. Il y a les lois qui existent, hein, et il y a leur application. Donc, à la fois, hein, pour la PMA, mais également pour plein d'autres, hein. Il y a eu des lois ou des projets du gouvernement de mettre en place des référents LGBT dans les commissariats, etc. Il y a une grosse différence entre une loi et son application. Et c'est souvent ça qui pêche, malheureusement. Donc, pour la PMA, actuellement, il y a tellement de listes d'attente qu'il y a encore très peu de femmes qui ont pu avoir accès à la PMA aujourd'hui. Faudra voir un peu dans quelques mois encore, hein, vraiment où on en est, combien de personnes ont pu avoir accès à la PMA concrètement, combien de temps d'attente, est-ce que ils ont été bien reçus, est-ce qu'ils ont subi des discriminations, est-ce que tout s'est bien correctement passé, ou est-ce qu'il y a eu des soucis? Donc ça, faudra faire un état des lieux beaucoup plus approfondi dans quelques temps. Mais de manière générale, il y a vraiment une grosse différence entre les lois et leur application. Et si je peux me permettre de revenir, hein, sur les débats parlementaires, Oui. qu'il y a pu avoir à la fois, donc on parle de la PMA pour toutes, il y a eu également des débats très très violents lorsqu'il y a eu à l'Assemblée nationale et au Sénat, hein, le passage de la loi sur les thérapies, interdisant les thérapies de conversion. Les thérapies de Donc, conversion, les thérapies tout à de fait. conversion, hein, c'est des pratiques, hein, qui visent à changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Donc c'est des pratiques qui sont assez barbares et qui sont vraiment
qui n'ont pas de sens puisqu'on ne peut pas changer l'identité de genre ou l'orientation sexuelle d'une personne. Et donc, il y a des débats qui ont lieu à la fois au sein des hémicycles, mais également des débats dans l'espace public. Et ces deux espaces de débat peuvent être extrêmement violents, à la fois de par les gens qui parlent, donc des parlementaires, c'est-à-dire des gens qui ont été élus et qui parlent de manière très négative des concitoyens et concitoyennes. Donc ça, c'est hyper violent. Et je me permets de faire le lien avec Caroline Cayeux, qui clairement on a compris qu'il y avait un sujet. Exactement. Il y a un très très gros sujet parce qu'on ne peut pas lutter contre les discriminations quand des personnes au plus haut lieu de l'État commettent ont des propos qui sont LGBTI-phobes. C'est complètement à l'encontre de ce que l'on peut attendre des personnes qui ont cette posture. On va essayer de retourner une dernière fois au standard pour accueillir Marc qui nous appelle du Pas-de-Calais. Bonsoir Marc. Ah oui, bonsoir, oui. On vous écoute rapidement. Oui, rapidement, c'était simplement pour apporter un témoignage. Lorsque j'ai fait mon coming out, c'était l'été, c'était dans une famille catholique bourgeoise dans le sud de la France. Et lorsque je pensais très candidement dire les choses sans que ça crée d'émoi, mais ça crée un effet de panique parmi tous mes cousins et autres tantes et oncles, etc., considérant que j'étais quasiment un pestiféré. Je suis resté pantois, mais je m'en souviens encore, c'était l'été 99, voilà. Vous voyez, c'est pas si... Et vous avez quel âge, Marc ? Un peu plus, voilà. vous ne voulez pas le dire ? Ouais, non, voilà. Mais voilà, j'ai fait mon coming out un peu tardivement. Ouais. Lucille Joma sur... Passé 40 ans. Passé 40 ans, d'accord. Bon, oui. Vous n'en direz pas plus. Vous restez pudique sur votre âge. Merci Marc d'être intervenu ce soir. Lucille Joma sur la question des coming out, que ce soit pour les personnes homosexuelles, lesbiennes, bi, trans. C'est un moment qui est toujours charnière et dans la vie de ces personnes-là. Et parfois, ça se passe moins bien qu'ailleurs. Oui, en effet, le coming out peut être un sujet, mais aussi ne peut ne pas être un sujet. On n'est pas obligé de faire un coming out, etc. Mais en tout cas, il est clair que dans la famille, même aujourd'hui, il y a encore des soucis d'acceptation. Donc, SOS Homophobie, c'est aussi une association qui recueille les témoignages de personnes qui sont victimes de discrimination. Et à partir de ces témoignages, donc, on fait un rapport sur les LGBTI-phobies tous les ans. Et cette année, on a encore relevé que dans la famille, il y a énormément de violence. Et en plus que dans près de 50% des cas, c'est des faits qui sont perpétrés par les parents. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a de la violence derrière. Encore aujourd'hui, lorsqu'on fait des coming out, il y a encore de la violence au sein des familles. Et donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'il y ait vraiment une acceptation totale de la société et surtout des parents, parce que la famille, on s'attend à ce que ça soit un espace dans lequel on se sente bien, dans lequel on est accepté. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de familles où les coming out et l'acceptation de l'homosexualité ou de l'identité des genres de leur enfant est encore très difficilement acceptable. C'est bien noté. Merci beaucoup, Lucille Joma, présidente de SOS Homophobie. Merci à vous aussi, Jean-Luc Romero-Michel, d'être venu parler ce soir dans le téléphone adjoint à la maire de Paris, en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Belle soirée à tous.